Là, pour se relancer, j'ai une petite question facile. Qui parmi vous a déjà mangé une salade Sodebo le midi? Bon, là, on est au goûter, mais ok. Et parmi tous ces gens-là, est-ce que vous avez déjà eu, je sais pas, une réclamation à faire, par exemple, ou quoi? Non? Toujours parfait. Et bien justement, l'idée, c'est de voir un petit peu comment est-ce que cette qualité et cette standardisation de la qualité est faite côté Sodebo. Donc pour ça, on accueille Samy Le Galoudec et Pierre Leroy qui vont vous présenter justement comment, avec de la computer vision, on peut s'outiller sur ces lignes de qualité. On peut les applaudir bien fort. Merci pour la présentation. Effectivement, l'idée, on va vous faire un retour d'expérience concret sur de la computer vision. Donc, on ne va pas vous parler de LLM, en tout cas dans un premier temps. Avant de commencer, qui a déjà fait un projet de computer vision à main levée, pour savoir à peu près? Ok. Et qui a déjà entraîné un modèle de machine learning? Ok, bon, c'est pas mal. Donc déjà, on va se présenter. Donc moi, Pierre Leroy, AI Engineer chez Ypon Technologies. Samy Le Galoudec, Data MLOps chez Sodebo. Donc, qu'est-ce qu'on va vous présenter aujourd'hui? L'idée, c'est de vous présenter vraiment toute la démarche. Ce matin, il y a une présentation avec pas mal d'éléments qui sont connexes, qui étaient faits par la Poste, sur la computer vision, sur du tri de lettres. Qui était à cette présentation? Ok, une bonne majorité. Donc on va reprendre un peu les mêmes idées. Là, ce qu'on va surtout mettre en avant, c'est plutôt la méthodologie, la démarche, comment on fait à partir d'un besoin métier, pour essayer de formaliser un peu le problème, pour se dire quels sont les modèles qui vont être utilisés, comment on va faire l'entraînement, jusqu'à la fin, comment on évalue, comment on mesure, comment on monitore, et à la fin, comment on déploie. Pour commencer, un petit peu de contexte. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sodebo, c'est une entreprise vendéenne, familiale, qui est née en Vendée et qui est encore exclusivement en Vendée. Tous les sites de production sont sur place, à Montaigu plus précisément. Et comme tout site de production, nos usines elles viennent avec des problèmes à résoudre et certaines contraintes. Nous, notre enjeu, c'était un besoin spécifique, c'était de réduire les réclamations consommateurs sur une recette en particulier. Une réclamation en particulier, c'était des problèmes avec le jambon spec. Et donc on essayait de réduire ces réclamations consommateurs grâce à l'IA, tout en ayant des contraintes de cadence élevée, parce que ça reste une usine qui tourne assez bien, et ce qui rend du coup l'inspection visuelle pas facile, des critères de conformité qui peuvent être complexes, et une non-conformité tardive, en fait ça peut poser des soucis, parce que pour nous ça fait des rebuts, c'est des salades qu'on ne va pas envoyer. Au départ, j'ai commencé sans l'aide d'Ypon, avec mes maigres compétences en computer vision. Donc je suis parti d'un constat, c'est que je déteste labelliser. C'est long, c'est chronophage, c'est pénible. Du coup, j'ai choisi la méthode la plus pragmatique quand on ne veut pas trop labelliser. J'ai pris une labellisation binaire, c'est-à-dire que je regardais des photos et je disais OK, pas OK, OK, pas OK, pendant des heures. Et j'ai demandé à d'autres personnes de le faire. C'est cool parce que du coup la labellisation elle est rapide, mais le problème c'est que du coup quand on fait ce genre de labellisation, derrière en fait il peut déjà y avoir un manque de cohérence entre deux personnes qui viennent labelliser, parce que ma définition de la non-conformité n'est pas forcément celle d'un tech indus ou de technicien qualité, responsable d'usine, peu importe. Le modèle derrière est peu évolutif, parce que si demain on change de recette et qu'on se dit ok on passe de 5 tranches de jambon à 6, le modèle faut le réentraîner, il faut tout relabelliser. Et puis en termes de performance, c'était correct en réalité, mais c'était quand même pas assez bien, parce qu'on était à 85% d'accuracy, ce qui peut paraître correct, mais bon, sur un contexte industriel, 15% c'est énorme, enfin, c'est des volumes qu'on ne souhaite pas gâcher. Donc pas forcément la bonne méthode, et c'est là où j'ai demandé à ce qu'on m'aide via Ypon. Et donc, on va vous présenter ici la démarche. En computer vision, il y a plein de modèles qui existent. Déjà, il y a les approches un peu traditionnelles, donc avec des filtres de Sobel, voilà, des choses assez classiques d'algèbre linéaire qui existent depuis 40-50 ans et plus encore. Il y a également tous les modèles de machine learning, deep learning qu'on utilise de plus en plus, des modèles YOLO par exemple. Sauf que rien que quand on regarde YOLO, il y a plein de modèles différents. Il y a des modèles de segmentation, de pose, de classification, de bounding box orienté, bref. Il y a plein de manières un petit peu d'approcher le problème. Et après, il y a bien sûr tous les modèles qui sont type LLM, VLLM, qu'on va pouvoir utiliser et avoir directement le résultat. Et le problème de ces approches-là, c'est qu'on ne va pas forcément pouvoir bien diagnostiquer, pouvoir bien comprendre et pouvoir bien ajuster.
Donc l'enjeu, il est ici de respecter l'ensemble des critères métiers qui sont exposés. Donc premièrement, on veut connaître la proportion de chaque ingrédient dans la salade. Par exemple, donc, la tranche de jambon, il y a plusieurs tranches de jambon, Samy vous expliquera, qui seront un petit peu en quinconce, et on va être capable donc, de les compter, de les dénombrer et de pouvoir les positionner dans l'ensemble de l'objet salade, si vous voulez. Et donc pour ça, ça veut dire qu'il faut être capable de repérer au pixel près l'ensemble des éléments de chaque aliment qui va nous intéresser, sur lequel par la suite on va avoir une règle qualité. Donc pour ça, on a implémenté un modèle de YOLO segmentation d'instances, donc qui va pouvoir être capable de délimiter chaque instance des aliments qui nous intéressent, donc ici les tranches de jambon. Mais ces tranches de jambon, on a quelques critères, notamment on a envie de savoir si ça dépasse de la boîte, etc. Et donc par rapport à ça, ça veut dire qu'on a besoin d'identifier dans une image assez large où est la position de la boîte en plastique. Et donc pour faire ça, on a utilisé un modèle d'estimation de pose qui généralement est utilisé plutôt pour des poses humaines. Par exemple, on le voit sur des personnes, des humains qui sont en train de danser, où on va estimer la position du cou, du poignet, etc., etc. Donc là, on a utilisé ce modèle. L'avantage, c'est qu'il est très léger et que juste à partir de quelques points, on peut identifier la position de la boîte. On a également envie de savoir s'il y a des aliments qui sont manquants et une fois qu'on a tous ces éléments, de savoir si finalement c'est conforme. Donc en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est à partir des sorties des deux modèles que je vous ai énoncés, la segmentation d'instance et de pause, on a envie de créer des règles métiers qui vont pouvoir s'adapter. Et donc si on regarde le workflow de bout en bout, on a donc une caméra qui va collecter, enregistrer une image. À cette image, on va appliquer deux modèles, un modèle d'estimation de pause et un modèle de segmentation. Donc ça nous donne l'espèce de sortie que vous voyez dans la colonne sortie IA. Donc on a les tranches de jambon, des points et potentiellement d'autres aliments qui pourraient nous intéresser. Donc en fonction de ce qu'on veut, ça peut être soit des coordonnées de pixels, etc. Et donc l'idée, c'est à partir de ces sorties brutes des modèles, comment on crée des règles métiers dans une boîte complètement séparée, qu'on va pouvoir modifier au fur et à mesure du temps. Et donc c'est cette dernière brique qui va nous permettre de nous dire si on est conforme ou non conforme. Donc voilà une représentation, on verra des vraies photos après, d'une jolie salade chez Sodebo. Une belle salade, enfin même pas en réalité, mais pour le jambon en tout cas c'est ce qu'on souhaite avoir, c'est des tranches de jambon qu'on va dire en écaille. On voit 3 classes sur cette photo, une classe fromage, une classe jambon et une classe écaille. Jambon et écaille, c'est pour parler du jambon. Une tranche de jambon, c'est une tranche qu'on voit entièrement, et une écaille, c'est une qui est recouverte par soit une tranche de jambon, soit une écaille. Donc ce qu'on souhaite absolument estimer, du coup, c'est la présence obligatoire de au moins une tranche de jambon. Vérifier que ça ne touche pas les bords plastiques, parce que si c'est le cas, ça veut dire que derrière, on ne pourra pas plastifier la boîte, donc on ne peut pas l'envoyer, ça s'appelle un fuité. On ne veut pas de chevauchement, par exemple, on ne veut pas de fromage sur le jambon, parce que visuellement, c'est moins joli. Une composition minimale d'au moins une instance de classe jambon et 4 écailles, ce qui fait au total 5 tranches de jambon minimum. S'il y en a plus, c'est tant mieux. S'il n'y en a pas assez, c'est non conforme. Et au maximum, une instance de classe jambon. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que si on voit 2 tranches de jambon entières dans la barquette, ça veut dire que le jambon est complètement séparé, c'est pas joli, c'est non conforme. Bon, évidemment, il y a des non-conformités qui sont inacceptables, comme l'absence totale de jambon, et puis d'autres qui sont vraiment de l'ordre de qualité visuelle. Maintenant, on va discuter du coup ma partie préférée, la donnée, la notation. On a commencé par une acquisition de données avec une caméra industrielle qu'on a achetée exprès pour l'occasion. On a capté plus de 40 000 images en plaçant la caméra sur la ligne de production. Pendant 2 jours, on a produit la même recette. C'est pas quelque chose qui se fait tout le temps. Enfin, on a dû définir en amont que pendant ces 2 jours-là, on ferait que ça dans ce but précis. On a observé, lorsqu'on a fouillé dans le jeu de données, plusieurs variations de lumière parce que des opérateurs passaient sur la ligne, ce qui rajoute de la complexité, mais en même temps de la variation dans le jeu de données, ce qui est intéressant. Et on a fait cette acquisition de données plusieurs fois dans l'année. Comme ça, on avait vraiment un jeu de données hyper varié, même selon les saisons. Et donc l'enjeu principal, ce qu'on veut éviter de faire à Samy, c'est de la labellisation qui est chronophage, qui est pénible à faire. Et donc pour ça, on n'a pas voulu réinventer la roue, on a utilisé un outil open source qui s'appelle Cevat. Donc l'enjeu, et vous allez le voir dans les prochaines slides, c'est de labelliser donc,
avec le modèle de pose des points pour identifier la position de la boîte en plastique. Donc ça, c'est relativement rapide. C'est uniquement quelques points. Et comme c'est une tâche qui est relativement facile de computer vision, il y a besoin d'annoter peu d'images. Mais par contre, pour les tranches de jambon et avec les cas que tu as évoqués, les variations de luminosité, etc., on va avoir besoin de labelliser plusieurs centaines d'images et ça va vite être pénible à faire. Donc pour ça, on a utilisé CVAT, vous le voyez sur le petit GIF animé. L'idée de CVAT, c'est qu'on va pouvoir importer des données, donc tout est en local, c'est aussi un avantage. Et donc vous allez, en fonction de la typologie de problème de computer vision, si c'est les bounding box pour de la détection ou de la segmentation, vous allez pouvoir positionner des pixels tout au long d'un élément à détourer, et vous avez des outils qui vous aident à aller un petit peu plus vite avec CVAT. Donc, pour vous illustrer ça, donc on voit sur le modèle YOLO Pose, donc c'est juste quelques points, encore une fois c'est très rapide. Par contre sur la segmentation, on a la première tranche de jambon qu'il va falloir détourer, c'est chronophage, et également les écailles, et là pour le coup il faut zoomer, c'est assez délicat. Vraiment le but c'est d'être le plus précis possible dans cette phase de labellisation, sinon le modèle il ne va pas bien fonctionner et on devra le refaire. Donc vaut mieux en faire peu mais de très bonne qualité et éviter d'y revenir. Donc, comme c'est très chronophage et pénible, on a envie de labelliser le moins possible. L'idée ici, c'est de prendre un modèle donc YOLO qui est open source, qui a été entraîné sur plein de tâches de traitement d'image classique, et donc qui a déjà des features, des caractéristiques qui lui permettent d'aller très vite, de faire un transfert d'apprentissage assez rapide. Donc là, l'idée, ça a été uniquement sur quelques dizaines d'images, une cinquantaine d'images où là, il a fallu bien le faire une première fois. Donc, Samy a labellisé quelques images là. Puis, on a exporté les annotations donc, de CVAT vers un modèle standard. Le format de ce modèle, c'est YOLO. On a utilisé YOLO pour prédire les prochaines images. Et donc ça nous a donné une sortie sur ces prochaines images qu'on a réimportées en fait dans CVAT. Et comme ça, par itération, au fur et à mesure, on labellise un tout petit peu, on réentraîne un modèle, ce modèle est un peu meilleur, on réimporte ça dans CVAT, on corrige, etc. etc. Et donc si tu peux montrer une vidéo. Donc l'idée c'est que par exemple ici, on va voir que sur une certaine image, il y a 2 écailles qui ont été oubliées par le modèle, mais le reste a quand même été bon. Donc plutôt que de tout faire, on va peut-être juste faire les 2 écailles manquantes. Donc bien sûr, en fonction des images, ça peut être soit la position des écailles qu'il faut un petit peu modifier, des fois il peut y avoir des écailles qui sont à rajouter, mais ça va quand même beaucoup plus vite. Et plus on avance dans les itérations, plus c'est rapide et moins on a de reprises à faire. Et donc ça, c'est crucial parce que ça vous permet d'avoir la qualité et ça vous permet aussi de mieux identifier les faiblesses de votre modèle. Donc c'est un élément qui est super important. Ça vient un petit peu de l'apprentissage semi-supervisé ou l'apprentissage actif. Donc c'est une approche où on va essayer de labelliser ce qui apporte le plus d'informations à votre modèle. C'est-à-dire concrètement, ça ne sert à rien de labelliser une nouvelle image de tranche de jambon avec des écailles où le modèle est déjà performant pour réaliser ça. On a plutôt envie d'essayer de labelliser les images où le modèle se trompe le plus. Donc ça peut s'expliquer par des images qui ont une variance très différente, qui peut s'expliquer par la position des objets différemment, ou ça peut être également la luminosité qui peut varier beaucoup. Et donc c'est plutôt ces éléments-là qu'on a envie de labelliser d'abord. Maintenant, on va parler de la partie développement des modèles. Comme l'a décrit Pierre, du coup, on vient constituer un dataset plusieurs fois en réentraînant au fur et à mesure le modèle. À chaque fois qu'on a un nouveau dataset, on vient lancer un code Python qui est hyper basique. Aujourd'hui, des codes d'entraînement, ça se trouve, enfin même on peut les générer via IA. L'entraînement démarre et on vient monitorer ces entraînements, ces différents entraînements avec un outil qui s'appelle TensorBoard qui permet de monitorer en temps réel un entraînement. Et qui fait des dashboards avec les métriques qu'on souhaite voir. Là, en l'occurrence, la métrique qu'on a sélectionnée qui était la plus importante, la CGLOS, c'est en gros l'erreur de découpage sur les images que le modèle n'a jamais vue pendant l'entraînement. Et donc, en fait, plus elle est basse, plus ça veut dire que notre modèle est bon. Et donc, grâce à TensorBoard, on pouvait vérifier lors des différents entraînements quel modèle était le meilleur, est-ce qu'on n'a pas régressé, est-ce qu'on s'améliore. Et grâce à ça, en fait, on a été beaucoup plus performant dans l'entraînement. Derrière, on retient des poids, donc on prend le modèle qui a le mieux performé. On ne prend pas forcément le dernier modèle entraîné, on prend celui qui a le mieux performé dans le temps. C'est une histoire d'équilibre. Maintenant, on va parler de la partie plus intéressante, les résultats et les leçons.
Du coup, à l'issue de tous ces entraînements, on a repassé les deux modèles sur le dataset de départ, 42 000 images. On avait atteint du coup 89% de conformité sur les salades. C'était un premier jet, c'est cool. Derrière, ensuite, ce qui est intéressant, c'est de l'utiliser sur une ligne de production en temps réel. Ce qui est intéressant aussi, c'est le temps d'inférence moyen. On est à 0,188 secondes. Une salade, elle reste 1 seconde maximum sous la caméra, donc il faut quand même aller assez vite. On se rend compte que les non-conformités qui apparaissent le plus, c'est la composition minimale, donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez de jambon dans la salade. C'est à prendre avec des pincettes, parce qu'on s'est aussi rendu compte à l'issue de ce résultat-là, que lorsqu'une écaille, donc vraiment une tranche de jambon, est presque camouflée par les autres, ils ne la voient, ils ne la comptent pas, alors qu'en réalité elle est bien présente. Donc du coup, ça peut venir aussi gonfler le chiffre de non-conformité. Et en fait, c'est ce paramètre-là, du coup, qu'on souhaite réduire par la suite. Et à partir de là, en fait, on a pu réutiliser les modèles. Donc voici des exemples du coup d'inférence sur des photos de salade en production. Donc là, par exemple, c'est une salade non conforme parce qu'il y a 2 tranches de jambon complètement visibles, une qui dépasse complètement, donc qui va empêcher de plastifier la boîte. Sinon, le reste est correct, mais ça reste une salade qui est non conforme et qui ne peut pas être envoyée. Ça, c'est une salade qu'on souhaite avoir. À gauche, c'est la photo de base, à droite, la photo labellisée. 5 tranches de jambon, rien qui dépasse, etc., etc. Comment on l'exploite maintenant ce modèle? C'est là la partie la plus intéressante. Avant, on ne savait même pas dire combien de pourcents de conformité on avait. Aujourd'hui, on est capable de positionner du coup notre caméra, notre modèle, et de jouer sur les paramètres de la ligne de production, temps réel, et voir si ça s'améliore ou pas. Ce qui fait qu'on ne voyait pas très peu les écailles, c'était un paramètre qui est l'espacement de tranchage de jambon. Donc en gros, on peut déterminer que le jambon, quand il arrive sur la barquette, il est plus ou moins espacé. Nous, on a essayé de jouer sur ce paramètre-là pour déjà mieux capter les tranches de jambon et puis tout simplement réduire la non-conformité sur la ligne. Du coup, sur une semaine complète, on n'a fait que des salades de cette recette-là. Et on a joué sur les paramètres et on regardait à la fin de la journée est-ce qu'on est meilleur. Même on regardait des fois heure par heure carrément. Et on a réussi à atteindre un taux de non-conformité de 3,4%, ce qui est beaucoup mieux que les 11% du dataset juste avant. Le meilleur compromis étant 120 mm pour votre information, sachant qu'une boîte de salade ça fait 160 mm, donc en fait ça remplit quand même beaucoup d'espace. Et de là, en fait, grâce à ces 2 modèles, on arrive maintenant à faire de la qualité sur notre ligne, alors qu'avant c'était un truc qu'on faisait un peu avec les connaissances des opérateurs sur ligne. En termes de projection, c'est intéressant. Le modèle, du coup, à terme, ce qui serait cool, c'est de le mettre sur la ligne et que ce soit lui qui fasse le tri. C'est dans les plans. Là aujourd'hui, il nous sert encore juste pour faire de la qualité. Demain, il sera sur ligne, sur des cartes dédiées. Partager les ressources avec une entreprise qui s'appelle Novatix, qui appartient à Sodebo, mais qui s'occupe de la partie robotisation, etc. Donc c'est eux qui s'occupent des lignes. Donc on va partager nos connaissances avec eux pour qu'ils puissent réimplémenter à leur tour avec les technos qu'on a. Et surtout, étendre les cas d'usage, parce que du coup, aujourd'hui, on a des modèles qui sont très bons pour détecter du jambon, très bons pour détecter du fromage. En fait, l'intérêt, ce serait d'avoir sur étagère des modèles qui sont bons pour détecter des billes de mozzarella, des tomates, etc. Et demain, on a une nouvelle recette qui constitue, du coup, du jambon, de la mozza, des tomates. Hop, on peut réutiliser nos modèles sur étagère et faire de la détection de non-conformité sur des nouvelles recettes. Donc c'est un très bon démarrage. Et aujourd'hui, du coup, dernière étape, c'était de partager notre retour d'expérience sur ce projet. Et je laisse Pierre pour reprendre la synthèse. Et donc en synthèse, le premier élément qu'il faut faire avant de commencer bien en tête en utilisant un modèle, c'est vraiment de se poser, un petit peu de réfléchir, déjà d'énoncer les critères métiers, aussi énoncer les critères de succès, savoir de combien mon modèle a la possibilité de se tromper pour que ça parte en production. Et une fois qu'on a bien posé tous ces éléments, qu'on a bien la démarche, la méthodologie et les modèles, dans ce cas-là, on peut commencer à travailler. De manière générale, pour ceux qui ont fait de l'IA, c'est vraiment pas nouveau. La qualité des données et de la labellisation est systématiquement supérieure à l'architecture et donc à la taille des modèles d'IA que l'on va utiliser. Un très bon modèle avec des données pourries, ça ne fonctionnera jamais, alors que l'inverse, ça peut le faire. Et également le fait de pouvoir avoir externalisé vraiment ce module et que ce ne soit pas le modèle qui estime si c'est qualité ou pas qualité, mais plutôt qui donne les éléments bruts pour derrière avoir un élément complètement à côté qu'on va pouvoir faire évoluer beaucoup plus facilement que le modèle. Donc les règles Python qui sont à côté, c'est vraiment la bonne approche à avoir. Merci à tous d'avoir écouté. Si vous le voulez, vous pouvez nous laisser un feedback en scannant le QR code. C'est tout pour nous aujourd'hui. On a très peu de temps pour les questions, je pense. On va pouvoir prendre une question si vous voulez.
Bonjour, merci, c'était très intéressant. Moi, j'aurais voulu savoir, là, c'est plutôt curatif, c'est-à-dire que ça y est, la salade est faite, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour justement peut-être le truc qui met la tranche de jambon en dehors de la boîte, finalement, comment est-ce que lui, on l'empêche de faire ça pour que Oui, du coup, ça finisse pas, quoi. l'intérêt de la phase d'exploitation qu'on a eue a permis du coup d'identifier des problèmes. Alors en réalité, ils étaient déjà identifiés. Il y avait déjà des suspicions. Je ne sais pas s'il y a des gens dans l'industrie ici, mais on a des problèmes de croûtage. Le mot est pas très sexy. Et on a aussi pour but d'installer une presse sur le distributeur de jambon, en gros. C'était des pistes qu'on avait déjà en tête, mais il y en avait beaucoup d'autres qui ont pu être écartées du coup grâce au modèle de computer vision. Et du coup, ça, c'est des choses, c'est de la vision moyen-long terme. On ne peut pas régler ça dans l'immédiat. Changer une ligne, ça se fait pas comme ça. Mais du coup, ce modèle-là, il permet de confirmer des hypothèses qu'on avait déjà, et surtout, du coup, à terme, d'améliorer au global la production. Oui, du coup. Merci à vous deux pour cette présentation. N'hésitez pas à laisser un petit feedback. N'hésitez pas à laisser un petit feedback sur l'open feedback, puis j'allais vous inviter à les applaudir, mais vous l'avez déjà fait, donc on peut le refaire si vous voulez, mais voilà. Merci à vous. C'est trop.